Covid-19 en lien avec la sécurité alimentaire, le gouvernement réfléchit sur les mesures palliatives à l'approche du mois de Ramadan. À la réunion de ce matin autour du président de la cellule de veille, une équipe est mise sur pied pour faire des propositions techniques au profit des ménages, à suivre en volet 1 de ce journal. Pour leur faciliter le travail dans un contexte Covid-19, les recteurs des académies et leurs secrétaires généraux sont entrés en possession de leurs véhicules. Les services, c'était en présence des chefs des départements en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et puis, ils ont été mis en quarantaine pendant 2 semaines à Koutéré, à la frontière Tchad-Cameroun. 603 étudiants et ressortissants tchadiens ont reçu leurs attestations de sortie de confinement en présence du gouverneur du Logone oriental. C'est tout pour le sommaire, il est 20h et vous êtes sur Télé Tchad. Bonsoir et bienvenue. Ce vendredi 10 avril est un autre jour de combat contre le coronavirus. La cellule de veille et de sécurité sanitaire a tenu une réunion avec la commission développement rural de l'Assemblée nationale, quelques membres du gouvernement et organismes sous tutelle concernés par la question alimentaire. La rencontre a porté sur la mise en place d'un plan d'urgence alimentaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République Alzebe Paimi Debe qui a dirigé les travaux. Djibril Noualouadi. Les résultats de la saison agricole écoulée, la survenue du Covid-19 et les conséquences qui en découlent, ajoutées à la période de Ramadan qui approche à grands pas, font craindre des moments difficiles. Conscient de cette question et soucieux d'éviter plus de difficultés à sa population, le gouvernement, à travers la cellule de veille et de sécurité sanitaire, a décidé de se pencher sur la prise en compte de l'aspect alimentaire dans les mesures d'accompagnement. Pour ce faire, elle a associé à la réflexion les départements ministériels concernés, les organismes sous tutelle et l'Assemblée nationale. L'idée a fait l'unanimité au cours des échanges, précise la ministre en charge de l'agriculture, Madjidian Padjarut. Il est question de réfléchir à comment faire face à ces situations-là et éviter vraiment à ce que la population soit vraiment sous la pression alimentaire. Et donc, la décision finale est de mettre en place une petite équipe qui réfléchit et qui produit un plan d'intervention pour permettre à ce que toute la population de N'Djamena, la population tchadienne, puisse être rassurée en matière d'alimentation pendant la période de Ramadan et au-delà, et même faire face aux effets de cette pandémie. L'équipe mise sur pied va soumettre dans le prochain jour une proposition technique comportant toutes les grandes articulations nécessaires aux interventions de l'État au profit des ménages. Il faut aller vite, et non sur le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Paimi Debe, pour qui la question alimentaire va constituer la pierre angulaire du dispositif de riposte contre le coronavirus et ses séquelles. Une fois élaboré, consolidé et adopté, le plan d'urgence alimentaire devra permettre à l'État de mobiliser les moyens nécessaires pour apporter des aides alimentaires aux populations suivant les orientations du chef de l'État. La question du coronavirus a été également au centre des 2 rencontres ce 10 avril au palais présidentiel. La première rencontre qui a réuni les acteurs de l'éducation autour du ministre secrétaire général de la présidence Alzebe Paimi Debe a étudié la possibilité de sauver l'année scolaire en cours, et la seconde a pour objet de nouer un partenariat avec la Fondation Grand Cœur dans la lutte contre le Covid-19. Assirana Matingar. À l'instar des autres pays, le Tchad a été contraint de fermer les établissements scolaires en raison de la pandémie du coronavirus. Mais jusque-là, il n'y a pas de signe que la pandémie est à bout de souffle. Alors, que faudrait-il faire? Blanchir l'année scolaire? La réponse est assurément non, puisque dans son adresse à la nation, le 24 mars dernier, le chef de l'État a instruit les responsables en charge de tous les ordres d'enseignement à réfléchir
sur les voies et moyens devant permettre de sauver l'année scolaire en cours. À la suite de ces instructions, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, par ailleurs président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kazeu Paimidebe, entouré de ses collaborateurs, des membres du cabinet du chef de l'État et quelques responsables politiques, voudraient savoir l'état d'avancement des réflexions devant sauver l'année scolaire. À entendre Aboubakar Assidik Tchoroma et Dr Oudengar David Ngarimaden, respectivement ministre en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'année en cours pourrait être sauvée au regard des volumes horaires déjà achevés. Les techniciens et les acteurs intervenant dans les différents ordres d'enseignement sont actifs dans l'élaboration des scénarios, surtout pour permettre le déroulement des examens, notamment le brevet de l'enseignement fondamental et le baccalauréat, puisque même si tout ne peut être sauvé, il faut sauver l'essentiel. Du tour de la table, l'on retient que tous les participants s'accordent sur l'impératif de sauver l'année scolaire en cours, dont l'urgence est l'organisation des examens cruciaux, que sont le brevet de l'enseignement fondamental et le baccalauréat. Aussi, il est demandé aux deux ministres en charge de l'éducation, ainsi que les différents acteurs, d'affiner leurs différents scénarios et de proposer, dans un meilleur délai, un scénario réaliste pour sauver ce qui peut l'être. Puisqu'il faut sauver, le gouvernement fait appel aux partenaires et toutes les personnes de bonne volonté. Sollicité au sujet d'un partenariat dans la lutte contre le Covid-19, la Fondation Grand Cœur, déjà active sur le terrain, a répondu à l'invitation de la cellule de veille et de sécurité sanitaire. Remerciant la Fondation Grand Cœur pour ses multiples actions en faveur des couches vulnérables, Kazeu Paimidebe, président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, a dit vouloir tirer profit de cette riche expérience en ce temps de crise. Des mots qui vont droit au cœur de la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Abiba Saoulba, qui a énuméré d'une manière non exhaustive ce que sa fondation est en train de faire sur le terrain depuis le déclenchement de la crise sanitaire causée par le coronavirus, notamment la formation des secouristes, la dotation du ministère de la Santé publique en masques et des vivres à donner aux plus démunis au cas où la situation va s'empirer. S'agissant du partenariat, les deux parties ont chargé leurs secrétariats techniques respectifs d'étudier les contours et d'élaborer un protocole à soumettre à leur appréciation dans un meilleur délai. Je l'annonçais en titre que les recteurs des académies et leurs secrétaires généraux sont entrés en possession de leurs véhicules de service. C'était au garage administratif en présence du secrétaire général du gouvernement adjoint, du ministre de l'enseignement supérieur et de celui de l'éducation nationale, Damge Joël Litni. 16 véhicules de marque Toyota, dont 8 Prado destinés aux recteurs des académies et 8 Ulux à leurs secrétaires généraux. Ce sont là les moyens roulants mis par le gouvernement à la disposition des responsables des 8 académies du pays, nouvelle institution créée pour rendre performant l'enseignement dans son ensemble. Un adage qui dit que mieux vaut tard que jamais. On a fait du pied de grue pour avoir un fournisseur qui n'a pas pu lâcher le gouvernement et a pris le marché en main pour descendre en Belgique. Et voilà, aujourd'hui, les résultats sont palpables ici. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation scientifique, Dr David Oudengar Ngarimaden, cette remise des véhicules est la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Ces moyens permettront donc désormais aux responsables académiques de commencer à exercer de manière satisfaisante leur activité et d'assurer ainsi une montée en puissance progressive pour rendre effectivement opérationnelles les académies. Comme vous, je voudrais tout simplement remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui a veillé particulièrement à ce que cela aboutisse à la mise à la disposition des académies de ces moyens roulants. Le chef du département de l'éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Tchoroma, se réjouit quant à lui de la dotation des académies en moyens roulants. Des moyens qui faciliteront la décentralisation du système éducatif. Ces académies permettent à ce que la gestion du secteur de l'éducation soit une gestion décentralisée. Et donc chaque académie a son ressort territorial et ça nous permettra d'avoir une vision plus proche de la chose et que nos académies peuvent résoudre tous les problèmes que connaît aujourd'hui le système éducatif. Les moyens roulants étant acquis, les deux membres du gouvernement invitent les recteurs et leurs secrétaires généraux à accélérer le processus de fonctionnement de leurs académies respectives.
Le ministère de la Santé publique et l'ambassade de Chine au Tchad ont organisé une téléconférence avec une participation de 4 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire et bien évidemment le Tchad. Cette téléconférence vise le partage d'expériences sur les techniques et méthodes d'un pays qui a su ou qui a pu stopper le coronavirus. Compte rendu, Noubadoumbay Talomadi. La Chine populaire, première nation touchée par la pandémie de coronavirus, partage ses expériences, ses techniques et méthodes de lutte contre cette pandémie avec 4 pays africains, à savoir la RDC, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville et la République du Tchad à travers la téléconférence. Cet exercice sanitaire a eu lieu en présence du chef du département sanitaire, professeur Mahmoud Youssouf Hayal. Les participants des 4 pays ont saisi l'opportunité pour mieux cerner les contours de cette maladie. Nous sommes très réconfortés d'échanger avec vous ce matin sur cette pandémie qui a bouleversé le monde et perturbé nos systèmes de santé, et ceci pour mieux appréhender les expériences de chacun de nos pays, mais en particulier la partie chinoise qui a géré avec admiration cette pandémie. Ces échanges nous permettront aussi de cerner la situation sanitaire dans nos pays respectifs qui font face avec beaucoup de courage à cette pandémie, mais aussi vous donner l'opportunité de comprendre les actions menées par nos pays au moment où le monde est secoué par la pandémie du coronavirus ou Covid-19. Cette téléconférence a permis d'évaluer les actions engagées pour limiter la propagation du virus et enfin jeter de nouvelles bases pour lutter contre cette pandémie. En effet, mon pays, le Tchad, a enregistré son premier cas de Covid-19 le 19 mars 2020. Dès l'apparition de premiers cas dans le monde, les autorités ont mis le paquet pour arrêter une stratégie de lutte. Ce plan de lutte comprend des structures spécialisées avec des tâches bien définies. Des mesures sont aussi prises pour sensibiliser, conscientiser, éduquer et informer la grande masse sur les barrières. Nous avons également très rapidement formé le personnel soignant pour plus d'efficacité et de développement face à cette pandémie. Cette téléconférence vient à pied nommé car elle nous permet de parler des efforts fournis et des défis à relever pour chacun de nos pays. Il faut signaler que le continent africain est diversement touché. L'Afrique comptait jusqu'à hier plus de 11 424 cas, dont 572 décès. Pendant plusieurs heures, des questions relatives au dépistage, contamination et la prise en charge des patients ont été abordées. À cela s'ajoute la question des qualités de traitement, la qualité des médecins et enfin l'environnement dans lequel se déroulent les actions sanitaires. Les 603 étudiants et ressortissants tchadiens mis en quarantaine à Koutere à la frontière Tchad-Cameroun ont reçu ce 10 avril leurs attestations de sortie de la quarantaine. À cette occasion, le gouverneur du Logone occidental, Moussa Haroun Tirgo, a félicité le gouvernement et ses partenaires pour leur appui multiforme. Ganda Taouhamia. À ce jour 10 avril 2020, ce sont 603 étudiants et autres compatriotes venus du Cameroun et mis sous quarantaine à Koutere, frontière Tchad-Cameroun du Logone oriental, qui sont déconfinés. Chacun d'eux regagne sa famille avec une attestation de mise sous quarantaine. Preuve qu'ils sont indemnes du Covid-19, car durant les 14 jours de confinement, ils n'ont manifesté aucun signe clinique du coronavirus. Pour le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, si jusqu'à ce jour, la coordination provinciale de lutte contre le coronavirus a pu subvenir aux besoins de nos compatriotes confinés à Koutere, c'est grâce à l'appui multiforme du gouvernement et aussi des différents partenaires qui continuent d'apporter leur soutien. Je profite de l'occasion ici de remercier les chefs de l'État, le comité de cellules de veille qui ont pris cette initiative salutaire pour nous, parce que le Tchad c'est un pays pauvre. Il n'y a pas de ressources nécessaires. Il y a des mesures comme ça pour contenir. Sinon, ça serait catastrophe. Aux compatriotes regagnant leur famille, Moussa Haroun Tirgo leur a signifié que cette attestation de mise sous quarantaine n'est pas une fin en soi. Mais c'est un début pour la mise en application de l'arsenal des mesures de lutte contre le Covid-19 prises par le gouvernement afin d'éviter toute éventuelle contamination. Aux 552 qui sont encore confinés,
Le gouverneur les exhorte à la sagesse, à la responsabilité et à la patience, car c'est autant pour leur bien, de celui de leur famille et de la nation tout entière, qu'ils sont mis en quarantaine. La teneur de ce communiqué pour la suite de l'édition à l'occasion de la fête de Pâques et conformément à l'article 1er du décret numéro 413 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du lundi 13 avril 2020 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre informe les travailleuses et travailleurs que la journée du mardi 14 avril 2020 est ouvrable. Le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Ali Mbodoumi. Vous le saviez, ou vous aviez plutôt suivi dans nos éditions antérieures, le chef suprême des armées, le président de la République Idriss Déby Itno a annoncé hier à Bagassola la fin de l'opération Colère de Boma sur les forces de Mal. 2 semaines d'intenses combats ont permis à nos forces de défense et de sécurité de neutraliser les terroristes de la secte Boko Haram dans les zones insulaires du bassin du lac Tchad. La victoire des forces de défense et de sécurité a inspiré notre reporter Amata Yaya Abbas. Regardez. Nous l'avons dit et nous l'avions haut et fort que l'arme qui a fait couler le sang des Tchadiens aura le prix fort à payer. Voilà ce déjà fait. Le prix de cette arme fatale qui a endeuillé le peuple tchadien à Boma le 23 mars dernier est de 1000 terroristes tués, dont certains hommes clés de Chikawo, des armes collectives et individuelles récupérées sur l'ennemi et plus de 50 pirogues détruites et des localités étrangères libérées par nos forces. Ceci est une leçon mémorable administrée par nos vaillants soldats à la secte Boko Haram, décapités par des soldats aguerris dont la puissance de feu n'est un secret pour personne. Une vraie colère qui tire sa source de la bravoure d'un chef charismatique et militaire dans le sang. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. La défaite infligée par nos soldats sur les terroristes de Boko Haram n'est pas seulement à saluer, mais mérite d'être enseignée dans les écoles militaires. L'Afrique et le monde doivent rendre hommage et reconnaître les sacrifices que le Tchad et son armée ont consentis dans la lutte contre le terrorisme international. La fin de l'opération Colère de Boma a réconforté plus d'un Tchadien blessé dans son orgueil. La réplique de nos soldats a été à la hauteur des attentes. Cette cuisante défaite de la secte Boko Haram aura de lourdes conséquences sur son mode opératoire. Elle va certainement réduire drastiquement ses capacités militaires. Mais cela nous invite à redoubler d'efforts et de vigilance pour contrecarrer toutes les tentatives terroristes de la secte Boko Haram. Ceci est une invite à la population du bassin du lac Tchad et à celle de toutes les zones insulaires à être coopératives avec les forces de défense et de sécurité pour barrer la route aux forces du mal qui sèment la terreur et la désolation. Dans les confins du lac Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, a déjà démontré à la face du monde l'engagement du Tchad et de son armée dans la lutte contre le terrorisme. Les pays concernés par cette lutte, eux aussi, doivent agir. L'ère de la réoccupation de terres conquises par le soldat tchadien a sonné. Pour le Tchad, la colère de Boma est une mission accomplie. L'armée du Tchad n'est pas une armoire. Boko Haram doit retenir cela et pour toujours. Et puis, à la suite de la victoire héroïque de nos forces de défense et de sécurité sur Boko Haram, les soutiens se poursuivent. C'est le cas des cadres du ministère de l'administration du territoire et des collectivités décentralisées qui ont fait un don aux éléments de la force de défense et de sécurité blessés lors de l'attaque contre Boko Haram dans la province du Lac. Il s'agit de vivres, nous explique Youssouf Abdraman Aligat. Les forces de défense et de sécurité continuent de bénéficier du soutien des différentes couches socio-professionnelles et n'est là de patriotisme des concitoyens.
Ce jeudi, ce sont les cadres du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées qui ont fait le déplacement de l'état-major pour remettre un don des vivres composés de 20 sacs de sucre, 20 cartons de pâtes alimentaires, 20 bidons d'huile, 40 palettes d'eau minérale, 3 cartons de Nescafé et 20 moutons aux soldats blessés lors de l'attaque de Boko Haram dans la province du Lac. Pour le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, ces dons témoignent de solidarité agissante envers les forces de défense et de sécurité. La vaillante armée nationale tchadienne, jalouse de sa réputation mondiale et sous le commandement de son chef suprême, le général d'armée Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a engagé une riposte foudroyante qui a permis de neutraliser et de nettoyer totalement la position de la secte Boko Haram dans l'ensemble des îles du lac Tchad et au-delà. Au nom de ses frères d'armes, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général Tofa Abdoulaye Issa, a exprimé toute sa reconnaissance au cadre du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées pour cette marque de solidarité. Le SEMGA deuxième adjoint rassure que ces dons seront remis aux illustres destinataires. Un particulier en la personne de Mohamed Suleiman Loni a offert, lui, 100 têtes de chameau aux forces de défense et de sécurité. La cérémonie a lieu à Bagasola. Nassour Neudjiti, reportage. Si certaines âmes charitables ont choisi d'apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité en N'Djamena, Mohamed Suleiman Loni a lui choisi de remettre directement ses 100 têtes de chameaux destiné aux braves soldats tchadiens en opération sur le terrain, aux confins du lac Tchad. Réceptionnant officiellement les 100 têtes de chameaux, le directeur de l'intendance militaire d'Irsafi, général Ousmane Brahim, a au nom de l'armée nationale tchadienne remercié le bienfaiteur Suleiman Loni pour son acte hautement patriotique avant d'inviter les autres généreux donateurs à lui emboîter les pas. Nous vous disons merci pour ces dons grandioses et patriotes. Je vous rassure que ce don ira tout droit à l'endroit de nos soldats qui sont sur le terrain. Et votre message sera transmis aux plus hautes autorités. Aussitôt, le geste qui sauve, poser les 100 têtes de chameaux, ont été distribués aux 5 secteurs de forces de défense et de sécurité en opération dans le lac sous la conduite et la supervision de leur chef suprême, le président de la République, Idriss Déby Itno. Le point focal des opérateurs économiques de Djitibesti, Bahar Othman, a offert hier un don de vivres aux forces de défense et de sécurité. La cérémonie de remise de ce don a vu la présence du gouverneur de la province du Tibesti, Abdraman Ali Mahamat. Ngeyam Njoinga, reportage. C'est en guise de soutien aux forces de défense et de sécurité déployées dans le lac pour lutter contre la secte Boko Haram que ces vivres leur sont remis. Un geste du jeune opérateur économique Bahar Othman, résident dans le Tibesti. Le don est réceptionné par le colonel Barkay Hamid. Le gouverneur de la province du Tibesti, Abdraman Ali Mohamed, a apprécié ce geste humanitaire et a félicité le chef de l'État pour son engagement dans la lutte contre Boko Haram. L'offensive dirigée par l'armée nationale tchadienne, sous votre commandement, contre le nouveau secte de Boko Haram, démontre le degré de votre jalousie pour la paix de ce beau pays. Le colonel Barkay Hamid a remercié au nom des forces de défense et de sécurité le donateur Bahar Othman, reconnaissant le sacrifice consenti par les forces de défense et de sécurité dans le combat, promet les soutenir davantage pour l'accomplissement de leur mission. L'Union des associations nationales apporte également une assistance aux soldats blessés lors de l'attaque de terroristes contre Boko Haram. Dans le lac, les membres de cette union ont donné de leur sang pour soutenir les forces de défense et de sécurité blessées. Mariam Hassanissine. Un don de sang aux soldats blessés lors des opérations de lutte contre le Boko Haram dans la province du lac Tchad. Ces dons
de l'Union des associations nationales. Il ne s'agit non seulement d'un acte humanitaire, mais également la manifestation de patriotisme de cette plateforme. Donner du sang, c'est sauver des vies. Nous avons remarqué au niveau de banque de sang que si aujourd'hui le sang va le payer avec de l'argent, l'État ne manquera pas de mettre des moyens. Et alors l'UAN a décidé de venir faire cet acte citoyen, cet acte patriotique pour aider bien sûr nos forces de défense et de sécurité qui combattent nuit et jour pour que les paisibles citoyens puissent dormir, puissent rester tranquillement chez eux. L'élan de membres de cette union a été salué par le technicien du Centre national de transfusion sanguine. Souvent, on nous amène de manière comme ça, subite les blessés, et pour souvent satisfaire nos besoins là, nous éprouvons quelques difficultés. Si les gens essaient de faire un petit geste pour essayer de recevoir, c'est une bonne chose, on peut l'encourager. Comme l'ont soutenu les responsables du centre, le soutien de ces jeunes au président de la République et aux forces de défense et de sécurité mérite d'être suivi par d'autres couches de la société. Le préfet du département de Haraz Al-Biar a visité ce matin la brigade de sécurité des berges de Dougia. Objectif, encourager cette unité des forces de défense et de sécurité en faction. La Chak Bepabam est désirée. La brigade de sécurité des berges de Dougia reçoit le soutien du premier responsable du département. Il s'agit du préfet de Haraz Al-Biar, accompagné de ses proches collaborateurs. Filédié Hassan Filédié est venu féliciter et encourager la dite brigade pour le travail abattu en cette période de crise sanitaire et sécuritaire que traverse le pays. Notre rapport, c'est dans le cadre du coronavirus. C'est une pandémie qui est là aujourd'hui dans le monde entier. Donc nous ici, au niveau du département de Haraz Al-Biar, quelque part, surtout aux côtés du fleuve, de N'Djamena Fara jusqu'à Guité, il y a un acte qui a été signé par le chef de l'État, qui met ces zones-là aussi dans le zone de couvre-feu. Donc, comme on est aussi inclus dans le zone de couvre-feu, et les forces de sécurité sont là, ils sont en train de mettre la sécurité à 100% ici au bord du fleuve. Donc juste on est venu pour leur remettre ça, pour les encourager et les féliciter. Le sous-préfet de Mani, qui s'est réjoui de l'initiative, émet le vœu de voir d'autres personnes poser des actes similaires, tout en présentant ses gratitudes aux autorités locales pour ce geste hautement humanitaire. Le coordonnateur de la brigade de sécurité des berges, le colonel Ali Tebir, appelle par ailleurs la population de Dougia à respecter les mesures de prévention prises par le gouvernement. Le préfet de Haraz Al-Biar, Filédié Hassan Filédié, et sa suite sont allés également sensibiliser les chefs de village sur le respect des mesures de sécurité édictées par les plus hautes autorités de la République, notamment l'interdiction de traverser le fleuve. Les membres de l'association malaise pour le développement socio-économique ont aussi fait un don de sang au profit des éléments de l'armée nationale tchadienne. Varelach. Donner son sang est un acte humanitaire. C'est dans cette logique que les membres de l'Association pour le développement socio-économique prélèvent leur sang au Centre national de transfusion sanguine. Il est destiné aux forces armées blessées au cours de l'attaque de la nébuleuse secte Boko Haram. Avant le prélèvement, il y a des préalables selon le technicien du Centre national de transfusion sanguine. Nous, on fait les systématiques. Les systématiques veut dire que quand la personne vient, on prend tous les paramètres. Poids, tension, taille. Quand tout est bon, on l'envoie directement à la salle de prélèvement, on le prélève, après avoir prélevé, on envoie la poche pour examiner. Le système qu'on fait ça, c'est juste pour avoir un peu de donneurs volontaires. De l'avis de la secrétaire générale de l'association Malaise pour le développement socio-économique, ce don de sang est une contribution de leur organisation pour secourir les forces de défense et de sécurité blessées à Boma dans la province du Lac. C'est une charité. Et on donne des sang, c'est pour sauver des vies, quelles que soient les appartenances religieuses, les couches. On donne ce sang, c'est pour sauver nos soldats qui ont sacrifié leur vie pour notre sécurité et pour le développement du pays. C'est ainsi que la présidente de l'association Malaise pour le développement socio-économique, Samia Abdoulaye Sinoussi, invite d'autres personnes à donner leur sang afin de sauver des vies humaines. Les filles du canton Kouniéré dans le Grand Ouadaye ont fait également un don de vivres aux blessés de l'armée nationale tchadienne, une œuvre qui vise à les soutenir bien évidemment. Wakta Rose.
L'engagement et la détermination de la force de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme ne laissent aucun Tchadien indifférent. Les fils du canton Kougnéré dans la province du Ouaddaï géographique viennent de manifester cet élan de patriotisme. Un don vient d'être remis. Il est constitué de sacs de riz, des pâtes alimentaires, des palettes d'eau et des bidons d'huile. Pour Tahir Abakar, ressortissant du canton Kougnéré, il s'agit d'un geste de soutien, de solidarité et d'encouragement aux éléments de l'armée nationale tchadienne. Ce don est apprécié par le gestionnaire de l'hôpital militaire. Prendre l'initiative de venir aujourd'hui assister nos frères d'armes blessés, personne n'est épargné. Et au jour le jour, les gens viennent ici. On vous remercie beaucoup au nom du chef d'état-major général des armées. De l'hôpital militaire, les ressortissants du canton Kougnéré se sont rendus au Centre national de transfusion sanguine. Par ce geste, ils entendent contribuer à ces efforts communs pour sauver ces soldats blessés pour la cause de la patrie. Dans le souci de soutenir les forces de défense et de sécurité, notamment blessés au lac Tchad, bien sûr, nous sommes venus ici procéder à un don du sang. Les ressortissants du canton Kougnéré mettent ainsi en avant la patrie à travers cet attachement aux forces de défense et de sécurité. Tout à fait autre chose à présent, le ministre de l'Environnement a fait un point de presse pour lancer un appel à l'endroit des personnes mal intentionnées qui coupent les arbres pour en faire des charbons de bois. Je vous propose de l'écouter. Depuis un certain temps, il est observé dans la quasi-totalité de nos provinces une recrudescence du phénomène de la coupe anarchique du bois vert, de sa carbonisation, son transport et sa vente sur l'ensemble du territoire national. Ces pratiques inciviques de destruction systématique de nos essences ligneuses utiles, en particulier, et de la dégradation de nos ressources naturelles en général, constituent des dommages graves à notre environnement qui déjà est en train de subir de plein fouet les effets néfastes du changement climatique. Malheureusement, nous notons avec stupéfaction que les actions perpétrées par ces individus sans foi ni loi de toute catégorie socio-professionnelle sont accomplies en complicité passive, voire active, de certains agents véreux des services techniques des eaux ferrées et de la garde forestière et faunique, et l'approvisionnement des ménages en sources d'énergie pour la combustion. Pourtant, dans le cadre de sa politique nationale en matière de protection de l'environnement et de transition énergétique, le gouvernement, sous l'impulsion des plus hautes autorités de la République, a mis en place des mesures visant à interdire la coupe anarchique du bois vert, sa carbonisation, son transport et sa vente à l'échelle nationale, sauf exception en milieu rural. Substituer le bois énergie et le charbon de bois par le gaz butane dont le prix déjà subventionné a été revu à la baisse. Et enfin, harmoniser le prix du gaz et le rendre disponible sur l'ensemble du territoire national par un système de péréquation. Fort de ce qui précède, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, qui ne saurait tolérer outre mesure de telles pratiques, met sévèrement en garde leurs auteurs et exige impérativement leur cessation immédiate. Rendons-nous dans le Wadi Fira où les magistrats nouvellement affectés au tribunal des grandes instances de Biltine ont prêté serment ce vendredi 10 avril. Reportage Mohamed Saleh Anour. C'est le tribunal des grandes instances de Biltine qui a servi de cadre pour cette audience solennelle consacrée exclusivement à l'installation de nouveaux magistrats au tribunal des grandes instances de Biltine. Nommés au terme du décret numéro 209 du 17 mars 2020, les magistrats en question sont au nombre de 4. Il s'agit de 2 juges de siège et un juge d'instruction et un substitut au parquet d'instance de Biltine.
Dans sa réquisition, le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Biltine, Adam Hissène Kokab, a demandé au niveau magistrat à travailler en étroite collaboration dans l'exécution de leurs différentes tâches, tout en respectant les normes régissant la justice au Tchad. Prenant acte de la lecture de l'acte de nomination et la réquisition du procureur, le président du tribunal des grandes instances de Biltine, Hassaballah Abdoulaye Aqil, déclare installer le nouveau magistrat et le renvoie à l'exercice de leurs fonctions. Il y a noté que l'audience solennelle a vu la présence du secrétaire général de la province de Wadifira Doumro Toussé-Créo, entouré de ses proches collaborateurs. L'autosuffisance alimentaire, la question a été au centre d'une rencontre entre le directeur général de l'Agence nationale de développement rural et les producteurs agricoles de l'Enedi Ouest. On en parle avec Kaliangavouna. Les producteurs agricoles de la province de l'Enedi Ouest sont résolus à relever le défi en matière d'autosuffisance alimentaire dans leur province et partant le pays tout entier. Pour encourager ces derniers à maintenir le cap, le directeur général de l'Agence nationale de développement rural, Hassan Guini Dadi, a fait le déplacement des FADA pour les encourager dans ce sens et voir dans la mesure du possible comment les aider pour accroître leur rendement agricole. Le directeur général de l'ANADER, Hassan Guini Dadi, a exprimé toute sa fierté de les voir très engagés dans le domaine agricole. Il leur demande de continuer à s'investir dans ce domaine qui, d'après lui, contribue à booster l'économie nationale. Les producteurs de la province de l'Enedi Ouest ont à leur tour exprimé quelques besoins qui constituent un frein à leurs activités agricoles, notamment le manque de tracteurs et de semences. Toutes leurs préoccupations ont trouvé une suite favorable de la part du directeur général de l'ANADER qui promet les transmettre à la hiérarchie. Le directeur général de l'ANADER demande à ses producteurs de se constituer en groupement pour bénéficier de la gestion des tracteurs. Avant de quitter FADA, le directeur général de l'ANADER a eu droit à une visite guidée dans quelques champs où il a apprécié les réalisations. Et puis cette information, bref, en image pour la suite de l'édition. Une information qui nous amène dans le village de Yamodo, une localité située dans la sous-préfecture de la Niapende, province du Logone oriental, qui a enregistré une première tornade la semaine dernière. Cette tornade a causé d'énormes dégâts. Des dizaines de milliers de maisons écroulées, des personnes blessées et plusieurs familles sont sans abri. Une situation qui inquiète déjà le chef de canton de Yamodo, Mongar Rohangar. Bienvenue. Surtout que la pandémie du Covid-19 gagne du terrain à travers le monde et au Tchad. Le préfet lance un appel à l'endroit du gouvernement, des bonnes volontés et des ONG à venir en aide aux victimes de cette tornade. Les femmes de l'Action des jeunes pour la paix, la parité et la cohabitation pacifique et l'association Al-Najma ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Abdelhadi Mamad Saleh nous en parle. Une séance de lecture du Saint-Coran pour implorer Dieu afin que la paix se consolide au Tchad. C'est une œuvre de l'Action des jeunes pour la paix, la parité et la cohabitation pacifique en collaboration avec l'association Al-Najma pour les secours et le développement. Au cours de cette séance, les fidèles ont lu 10 fois les livres saints. Les responsables de ces deux associations expliquent davantage et l'essence de leur action. Ce récit du Coran va à l'endroit de son Excellence Président de la République et la Première Dame pour leurs œuvres entreprises. Dans le passé, nous avons récité beaucoup de Coran, pas moins de 500 fois, et nous voulons réciter jusqu'à arriver aux 1000. Par cette séance, l'Action des jeunes pour la paix, la parité et la cohabitation pacifique et l'association Al-Najma pour les secours et le développement voudraient apporter leur contribution à la consolidation de la paix et la stabilité dans notre pays. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. D'ici là, portez-vous bien, protégez-vous contre le coronavirus.